notamment les caractéristiques de l'époque moderne. Caractéristiques de l'époque moderne. Nous avons dit que l'époque moderne se caractérise d'abord par le dépassement de l'époque médiévale. C'est un dépassement de l'époque médiévale, c'est-à-dire le Moyen-Âge, sur un certain nombre de points. La première chose, c'est qu'il y a une diminution de l'influence de la religion sur la science et la philosophie. Et cette diminution provient du fait qu'il y a une nouvelle réorganisation du monde à partir de l'époque moderne, notamment l'apparition d'individus, de particuliers. Ce n'est plus les États qui sont forcément à la commande. Il y a des particuliers en faveur du système capitaliste, de nouvelles personnes fortunées et qui vont s'investir dans la recherche et dans la science. Et également, la réduction donc de l'influence de l'Église fait que les savants et les philosophes peuvent désormais avoir une certaine liberté de réflexion, une certaine liberté d'opinion, une certaine liberté de recherche sur les questions de l'époque. Donc, cette liberté va permettre de donner un nouvel élan à la philosophie et à la recherche scientifique. La réduction du poids de l'Église vient du fait que le système économique va connaître une mutation. Au lieu qu'il soit essentiellement basé sur l'agriculture, comme c'était le cas pendant l'époque médiévale, nous allons passer à un système économique orienté essentiellement sur l'agro-industrie et éventuellement sur l'industrialisation même. Donc, on assiste à la naissance des usines, des unités de production, d'une classe ouvrière libre de ses activités, de ses mouvements, et la disparition progressive du servage et des seigneurs, de tout ce qu'il y avait comme pression venant soit de l'État ou venant des seigneurs ou des chefs de l'Église ou de l'islam, ça dépend des localités. Donc cet état de fait a permis justement à la philosophie de connaître une phase d'épanouissement, une nouvelle phase qui fera en sorte que l'époque est qualifiée de moderne du fait qu'il y aura la naissance de nouvelles formes de pensée, de nouvelles formes de réflexion. Et selon Roger Caratini, tout cela, le ton est donné par René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, justement, à partir de cette intervention de René Descartes, nous constatons également l'abandon donc des langues comme le grec et le latin.
au profit du français et de l'anglais. Du français et de l'anglais. Alors, donc, il y a comme une sorte de revers de la situation, car pendant l'époque médiévale, ces deux dernières langues, le français et l'anglais, étaient perçues comme des langues vulgaires, des langues inadaptées à la philosophie et à la recherche scientifique. Donc, elles n'étaient pas du tout utilisées dans ce cadre-là. Mais l'époque moderne va justement revaloriser ces langues dites vulgaires, en abandonnant strictement la langue grecque et la langue latine. Cela se fait remarquer par un certain nombre de penseurs, comme je le disais tantôt, René Descartes, qui écrit son fameux discours de la méthode en français. Et ensuite, du côté de l'Angleterre, on a des penseurs qui vont écrire en anglais, comme Thomas Hobbes. Et ensuite, en Hollande, on a Baruch Spinoza, et ainsi de suite. Donc, ces langues, ces deux dernières langues vont être intégrées dans le domaine scientifique, et désormais, la philosophie ainsi que les sciences passeront par là. L'autre point aussi qu'on peut noter comme étant un élément de rupture entre l'époque moderne et l'époque médiévale, c'est l'utilisation, sinon j'allais dire la défense, la philosophie et la science. La philosophie et la science sont soutenues par les mécènes. Donc, c'est le phénomène du mécénat qui va beaucoup se développer. Et il faut ajouter à ces mécènes les rois aussi. Et les rois. Il y a beaucoup de rois. Tout le monde connaît la participation du roi Louis XIV au développement de la science et de la philosophie pendant son règne. Et donc, c'est une période où il y a de nouvelles valeurs, non seulement au plan moral, mais aussi au plan culturel, au plan sociologique, qui font que cet attachement à la liberté permet aux philosophes de pouvoir s'exprimer, comme je disais tantôt, beaucoup plus largement et en s'intéressant à des questions qui auparavant étaient considérées comme des hérésies ou des questions interdites, comme les questions liées à Dieu, à la religion, à la foi, etc. Donc voilà, entre autres, quelques points de rupture entre l'époque médiévale et l'époque moderne, notamment en termes de dépassement de l'époque médiévale. Et ce que je voulais aussi ajouter, et qu'on a vu la dernière fois dans le cours, c'est l'intervalle Descartes à Emmanuel Kant, où on voit que la philosophie va défendre de nouvelles valeurs qui ne sont plus cette philosophie totalement assujettie aux questions de la religion et de la foi, c'est-à-dire où il fallait uniquement discuter du rapport de l'homme à Dieu, du rapport de l'homme à la foi, etc. Désormais, de nouvelles questions sont intégrées, et de telle sorte que les philosophes vont aborder de nouveaux sujets, et notamment sur la politique, sur le développement, sur l'économie, comme on le verra chez le philosophe anglais Adam Smith, qui écrit sur comment créer la richesse, et là aussi en anglais.
et non pas en grec ou en latin. Donc ces interventions, cette diversification des sujets est possible, est rendue possible en faveur de la liberté d'expression et d'opinion, de conscience, et que justement la Révolution française a insufflé à travers le monde européen de façon générale, et même peut-être au-delà. Pour terminer, la troisième question, on dit cite quelques grands penseurs, et des philosophes notamment, de l'époque moderne. Quelques philosophes de l'époque moderne. Bon, en termes de philosophes, la liste est assez longue. Nous n'avons pas la prétention de faire une liste exhaustive. Sinon, on a, comme je disais tantôt, René Descartes. On a René Descartes, qui est une figure incontournable de cette époque moderne et qui d'ailleurs fera l'objet de la prochaine leçon, c'est-à-dire nous verrons sa position sur l'être et le devenir. Donc pour dire combien c'est une figure emblématique de l'époque moderne. Après cela, on peut ajouter Baruch Spinoza. On va retenir la figure de Baruch Spinoza, philosophe hollandais, dont on verra également la conception sur l'être et le devenir. Et à lui, on peut ajouter, comme on a eu à le dire dans le cours précédent, les grands cartésiens tels que Malebranche et d'autres philosophes français tels que Denis Diderot, Montesquieu, en Allemagne, Emmanuel Kant, etc., etc. Donc voilà quelques philosophes que l'on doit retenir lorsque il nous vient à l'esprit de penser à l'époque moderne. Et donc c'est en substance ce que je voudrais partager avec vous à titre de rappel par rapport à la leçon précédente sur l'époque moderne.